après cette introduction venue de notre terrain, je dois rappeler, mesdames et messieurs, que vous ne vous êtes pas trompés de fréquence ni d'heure. Nous sommes bien ensemble pour la très sérieuse émission Remue-Ménage de ce dimanche 8 septembre. J'ai l'immense plaisir de recevoir deux universitaires, deux personnalités qui nous aideront à comprendre pourquoi cette crispation en Afrique du Sud. On aurait pu penser à tout le monde sauf l'Afrique du Sud, tant l'humanité a donné à ce peuple arc-en-ciel dans sa lutte contre l'apartheid. Nous interrogerons aussi le manque de réaction des chancelleries africaines. Il semble que le président Buhari du Nigeria est en route pour Johannesburg pour aider à apaiser la tension sur place. Mes invités sont tout aussi bien placés pour évaluer la décision du gouvernement sénégalais d'absorber les plus de 57 000 nouveaux bacheliers dans les universités et instituts publics. Est-ce viable ? L'école sénégalaise est encore au-devant de l'actualité sous le prisme de la laïcité, interdiction du port du voile islamique à l'institution Sainte Jeanne d'Arc. Je me tourne à ma droite, professeur Mbaye Thiam. Bonjour. Bonjour, merci. Vous êtes historien et ancien directeur de l'EBAD, disons l'école des bibliothécaires et archivistes de l'université Cheikh Anta Diop, auteur de nombreux travaux et publications. Permettez que j'introduise votre vis-à-vis, votre collègue universitaire, Khalidou Diallo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien aussi, enseignant à l'université Cheikh Anta Diop. Vos casquettes d'ancien ministre de l'Éducation nationale et surtout d'ancien syndicaliste ou peut-être toujours syndicaliste de l'enseignement du supérieur nous aideront certainement à appréhender toutes ces problématiques que nous avons posées. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans cette affaire institution Sainte Jeanne d'Arc? Est-ce un débat juridique? Il faut le circonscrire en un débat juridique ou c'est un débat de société qu'il faut finalement transcender sous un prisme de la laïcité façon sénégalaise? Merci Abdallah. Je voudrais d'abord saluer mon ami, je voudrais mon cher ami et collègue, professeur. On partage beaucoup de choses ensemble, beaucoup de choses, Mbaye Thiam. Et non seulement on a tous travaillé sur les chefs traditionnels, j'ai travaillé sur le Jolof, j'ai travaillé sur le Fouta. Bien sûr, on s'est retrouvés également universitaires ensemble. Et puis, on a beaucoup travaillé pour l'université de Dakar. Et voilà, et puis j'ai beaucoup utilisé aussi l'EBAD en tant qu'institution sur les archives. Voilà. Et puis, sur les débats aujourd'hui. Je voudrais donc vraiment me féliciter de l'avoir reçu comme personnalité avec qui je vais débattre. Je voudrais également te féliciter pour avoir démissionné après une défaite aussi cuisante. Si tous les entraîneurs étaient comme toi, on n'aurait pas beaucoup de problèmes. Merci. Alors, je voudrais également, bien sûr, remercier tous vos auditeurs. Je pense que c'est une radio que je connais bien depuis sa création, en tant que syndicaliste, en tant que ministre et après. On reste toujours ministre, un ministre un jour et ministre toujours. Et on reste toujours syndicaliste aussi. Donc, je porte toujours les deux casquettes, d'État, mais également, disons, prenant en charge. Militant. Prenant en charge les revendications des travailleurs et d'autres personnes. Voilà. Ceci dit, comme l'institution Jeanne d'Arc, c'est une vieille institution également très importante, pas seulement au Sénégal, mais ailleurs. Retenir quand même que du point de vue histoire, c'est une institution qui est au Sénégal depuis 1719. Juste après la Réunion, elle était à la Réunion en 1717. Bien sûr, n'oubliez pas que lorsque l'État français a décidé de séparer l'État de l'Église, même avant, déjà avec la loi de 1901, on avait interdit les congrégations, mais surtout avec la loi de 1904, cette institution avait interdit en France. Même ici au Sénégal, elle était interdite. Mais cette institution, bravant cette interdiction, donc c'est un peu de façon clandestine installée à la rue, je pense, c'est Portage, je ne sais pas, Petrotop, quelque part à Dakar, vers l'ambassade, vers le consulat de France.
jusqu'à 1914, c'était toujours dans la clandestinité. Et cette école n'est reconnue officiellement que sous Vichy, en 1940. Ensuite, 1942, et avant, bien sûr, avant la fin de la guerre, où elle est reconnue officiellement. Donc, c'est une vieille institution. Et je pense qu'elle porte une vision. Je pense que Sainte-Marie de Joinville, avec ses sœurs, elle a été d'ailleurs canonisée par le pape Pie XII en 1950. Mais surtout, elle, ce qu'on retient d'elle, c'est la vision qu'elle avait. La vision, c'est la rencontre, c'est l'humain, c'est la diversité. C'est ça. La diversité à la fois ethnique et religieuse. Déjà en 1945, il y avait plus de 45 nationalités. Et aujourd'hui, ils sont à une trentaine de nationalités. Donc c'est la diversité et le respect également des libertés religieuses de façon générale. Je note également que parmi les premiers élèves musulmans, c'était les Libano-Syriens. Les Sénégalais ont commencé à fréquenter l'école à partir des années 1964, après les indépendances. Bien sûr, ils sont devenus de plus en plus importants. Et surtout à partir de 1977, où on a séparé les programmes. Parce qu'avant, c'était le programme français et le programme sénégalais ensemble. Mais lorsqu'on a séparé officiellement les programmes, il y avait les deux systèmes qui fonctionnaient. Donc c'est pourquoi c'est une école avec, je ne dis pas binationale, mais une école avec, sous la coupe française et sous la coupe sénégalaise. Tout à fait. Et c'est une école également, bien sûr, qui a accepté de signer, qui est sous la logique de la loi d'orientation sénégalaise. Je note que la subvention des écoles privées du Sénégal était de 825 millions en 2008 lorsque j'étais là. J'ai porté cette subvention. Vous dites bien les écoles privées. On ne fait pas le glissement école privée catholique ou autre. Non, j'ai dit l'ensemble des écoles privées. C'est important de le préciser. L'ensemble des écoles privées catholiques et conventions et disons laïques. Voilà, toutes ces écoles-là privées et laïques, c'était 825 millions. J'avais porté à l'époque la subvention à 1,3 million, et puis qui est descendue aujourd'hui à 1,2 million. Pour même des difficultés financières, je pense qu'il y a 2 ans, c'était encore tombé à 1 milliard. Mais on retient 1,2 milliard. Mais retenir quand même que le privé catholique a 45 à 48% de cette somme. Voilà, le privé catholique. Donc, on peut dire prendre presque la moitié de cette subvention. Ça, c'est très important. La deuxième chose que je voudrais préciser, et je ne veux pas insister d'ailleurs parce que j'ai vécu le problème en tant que ministre. Et j'ai fait une circulaire à l'époque qui court toujours. Et cette circulaire insistait sur le fait que la loi d'orientation et le texte du ministère de l'Éducation priment surtout. Un règlement intérieur ne peut pas être contraire à la loi et au texte réglementaire. Parce que le ministre peut, à tout moment, s'il veut, suspendre le règlement intérieur. C'est que l'État, je pense, a pris une démarche tout à fait normale de négociation et tout. Mais le ministre a la possibilité de suspendre ce règlement intérieur. Et si la direction refuse, et si la hiérarchie catholique refuse, le ministre peut trouver une solution qui peut aller jusqu'à une délégation spéciale au niveau de la direction. Pour administrer l'établissement. Oui, bien sûr. Donc il faut beaucoup... mais on n'est pas encore là. Je pense que les gens vont rester... Parce que ce qui importe, c'est qu'au Sénégal, il n'y a jamais eu de conflits religieux, etc. Et ce n'est pas 8 personnes ou bien une vingtaine d'élèves qui peuvent poser des problèmes. Et ça ne heurte personne. Ça ne heurte peut-être que les sœurs qui sont là-bas. Vous dites qu'on n'en est pas encore là, mais au moins c'est un problème qui revient. Mai 2019 déjà, on y était, avec des échanges épistolaires entre le Conseil du laïcat, le ministre de l'Éducation nationale. Et ce problème n'est toujours pas résolu. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un facteur de crispation quand même dans notre société? Qu'est-ce qu'il faut comprendre par la laïcité, professeur Mbaye Thiam? J'ai 2 historiens, je vais en profiter vraiment. Parce que cette loi sur la séparation de l'Église et de l'État, d'inspiration 1905, qui était une laïcité peut-être sans excès, qu'est-ce qu'il faut comprendre au Sénégal? La laïcité, c'est pas de religion dans l'espace public, ou alors à chacun sa religion, mais en toute bonne intelligence?
Merci beaucoup, Abdallah. Je voudrais me réjouir de me retrouver à nouveau dans cette émission que je connais bien. Je ne sais pas compter le nombre de fois où je suis passé, ça va approcher la dizaine. On ne va pas se priver. Tout le plaisir est pour moi. Je considère pour ma part, comme mon collègue Khalidou, que dans nos missions d'enseignants de l'université, il y a certes la recherche et l'enseignement, mais il y a aussi le service à la communauté, à la société. Nous devons souvent de sortir de nos amphithéâtres pour parler à la communauté et pas seulement exclusivement à nos étudiants. Et c'est la raison pour laquelle je me réjouis toujours d'être là, comme sur d'autres studios et plateaux, pour partager avec le peuple sénégalais intelligent et quelques idées susceptibles de nous faire avancer. Cela dit, moi sur cette question, je ne reviendrai pas sur l'historique fait par notre collègue, nous sommes tous historiens, il a parfaitement raison. La présence de l'école privée catholique au Sénégal est la plus ancienne en Afrique noire. C'est les religieux français qui sont venus dans les wagons du système colonial qui, le premier, se sont intéressés à mettre en place des écoles avant que l'école publique ne naisse et se développe au Sénégal pour donner les résultats que nous connaissons aujourd'hui. Mais même sous le régime colonial et depuis l'indépendance, on n'a jamais vécu ce qui se vit aujourd'hui avec l'institution Jeanne d'Arc depuis mai dernier. Et cela interpelle les Sénégalais. La question a surgi en mai dernier. Ça a failli brûler les réseaux sociaux. On a eu des réactions dans les réseaux sociaux que moi je pensais ne jamais vivre au Sénégal, de crispation autour du fait religieux, autour de l'appartenance religieuse, qui me semble porteur de danger que notre pays, non pas avait dépassé, mais sur lesquels notre pays avait créé des créneaux susceptibles de pouvoir, sans gommer les contradictions, les vivre de manière aisée. Or, il est inadmissible que la question ait surgi au mois de mai, à l'approche des vacances, et qu'à la rentrée, la question revienne. Et pour moi, je considère que ce n'est pas un débat autour de laïcité ou pas laïcité. Ce n'est pas une question qui revient exclusivement aux parents d'élèves qui ont choisi ou non de mettre leurs enfants ici et là. Tous les parents d'élèves ont le droit, dans un pays comme le nôtre, de choisir l'école qu'ils estiment être la meilleure susceptible de porter l'éducation de leurs enfants. Ce n'est pas là la question. La question pour moi est une question d'autorité et d'autorité politique. Sainte Jeanne d'Arc n'est pas une espèce de territoire académiquement libre à l'intérieur du pays pour faire non pas ce qu'il veut, loin de moi l'idée de le dire, mais de faire que son règlement intérieur prédomine sur les lois de la République. Khalidou a évoqué tout à l'heure la loi d'orientation de l'éducation nationale, qui est la vision du gouvernement de notre pays en matière d'éducation, d'enseignement. Au-dessus de cela, il y a les lois de la République que sont la Constitution et autres. Eh bien, un règlement intérieur, c'est le droit de chaque école de s'en doter, mais de s'en doter en regardant de très près ce que disent et la loi centrale de notre pays, la Constitution et les lois d'orientation. Tout règlement intérieur qui déroge de cela n'est plus un règlement intérieur. Or, l'affaire de Sainte Jeanne d'Arc, il me semble, interpelle au plus haut point, non pas les parents d'élèves ou les élèves qui y sont, mais interpelle l'État du Sénégal et le ministère de l'Éducation nationale. Je suis favorable au dialogue pour la recherche de solutions consensuelles. C'est ça la trame de notre pays. Depuis Ndjadjan, dans ce pays, on discute et après avoir discuté, on tire la scientifique morale de ce qu'on a dit les uns et les autres. Mais la discussion a des limites. À un moment donné, il faut que l'État décide. Et l'autorité de l'État doit nous dire est-ce que ces enfants ont le droit de porter leur foulard et d'aller à l'école ou pas. À ce moment-là, mais on saura à quoi s'en tenir. Mais on ne peut pas laisser les parents d'élèves et les élèves en faire leur bataille personnelle. Ce n'est pas la bataille des syndicats, c'est l'autorité de l'État d'abord. Or, il me semble, si on lit de très près tous les textes que je me suis astreint moi à regarder hier soir avant de venir, que Sainte Jeanne d'Arc est dans le faux. Ils ont des droits, l'enseignement privé catholique comme l'enseignement privé islamique ou autre, a des spécificités. Mais ces spécificités qu'on le reconnaît à tous, mais s'inscrivent dans les lois de la République.
le ministère de l'Éducation nationale doit prendre ses responsabilités et discuter avec les autorités de cet établissement et les autorités de notre Église qui ne sont jamais mis dans un contexte de ghetto. L'Église du Sénégal est une Église ouverte au pays et a tenu toujours compte des réalités sociales et des réalités spirituelles et religieuses de ce pays. Et c'est cela qui nous vaut de vivre en commun, chrétiens, musulmans et autres dans ce pays sans problème. Moi, je suis membre du comité scientifique du colloque que la Fondation Konrad Adenauer organise depuis 10 ans sur la coexistence religieuse au Sénégal. Et d'année en année, on remarque pratiquement combien les chrétiens, les musulmans, les athées et autres, les païens du Sénégal, mais se comprennent dans la mesure où chacun a le droit d'avoir pratiquement la religion de son choix, mais personne n'a le droit de gêner qui que ce soit dans la pratique. Et personne n'a le droit de dénoncer quoi que ce soit. Or, je pense qu'il est temps, pour moi en tout cas, que le ministère de l'Éducation nationale et à travers lui l'État de notre pays prennent ses responsabilités et disent aux citoyens à quoi s'en tenir par rapport à cette affaire. Parce que sinon, après Jeanne d'Arc, ça va faire tache d'huile, ça va se glisser ailleurs et ça va déboucher pratiquement sur des réactions que l'on voit sur les réseaux sociaux qui ne font honneur à personne. Ceux qui s'insultent copieusement dans les réseaux sociaux par religion interposée ne croient en rien du tout. Ils ne sont ni de bons chrétiens, ni de bons musulmans. Parce que le principe de ces religions, c'est la tolérance. C'est le vivre en commun. C'est le respect de l'autre. Parce que Dieu est unique. Mais par le vivre en commun, professeur Mbaye Thiam, il y a deux écoles. Ceux qui estiment que pour continuer à vivre en commun, mieux vaut exclure du champ public tout ce qui peut être facteur de division. La religion, on le sait aujourd'hui quand même, est un élément de crispation dans beaucoup d'autres pays. Est-ce qu'on en est là, nous, à devoir exclure des signes distinctifs religieux, comme on l'appelle ailleurs dans un autre pays, de notre espace public? Est-ce qu'on en est là? On n'en est pas là. Parce que pour moi, encore une fois, cette affaire de Sainte-Jeanne d'Arc, c'est pour le moment, je dis bien pour le moment, une question importante, mais c'est un épiphénomène. Ce n'est pas le Sénégal des chrétiens et des musulmans face à face. Il y a quelque part des choses qui ne sont pas encore claires dans l'esprit de ceux qui posent les problèmes. Que ce soit à Sainte-Jeanne d'Arc ou de l'autre côté. Et l'État a l'obligation, très tôt, de crever l'abcès et de faire en sorte que cela ne sorte pas de cet espace restreint qu'est Sainte-Jeanne d'Arc. Ma conviction intime est que on déplace dans notre pays des problèmes d'ailleurs qui ne sont pas les nôtres. On déplace dans notre pays des problèmes d'ailleurs qui ne sont pas les nôtres. Le moment venu, j'irai beaucoup plus loin, ce n'est pas le moment. Aujourd'hui, il est question de rechercher les solutions les plus adaptées, mais qui ne permettent pas à ceux qui excluent, de quelque bord qui se situent, de prendre le pied sur ceux qui décident de vivre ensemble leurs différences dans la tolérance. Khalidou Diallo, ce débat, est-ce qu'il faut l'avoir sur les signes distinctifs religieux dans l'espace public, notamment à l'école? Oui, je voudrais justement rebondir sur cette question. Vous savez que l'école sénégalaise est une école coloniale, au départ. Après, il y a eu plusieurs réformes. La réforme de 1977, surtout les états généraux de l'éducation et de la formation, 1980. Ensuite, la loi d'orientation de 1991. Et après 2000, surtout, il y a eu la loi de 2004 qui introduit l'enseignement religieux au Sénégal dans l'école publique pour de plus en plus rendre notre école plus nationale. Parce que la laïcité à la française, qui est une laïcité antireligieuse, et cette laïcité, ce n'est pas cette laïcité-là qui existe au Sénégal. Parce que le Sénégal est un pays religieux. C'est tenant compte de cette situation qu'on avait décidé que l'Assemblée nationale a voté une loi en 2004 pour introduire l'enseignement religieux dans les écoles publiques, aussi bien l'enseignement catholique s'il y a des candidats que l'enseignement religieux, l'enseignement de l'islam. Mais en même temps, de créer les daras modernes. Alors, d'ailleurs, jusqu'à présent, la loi sur les daras modernes n'est pas votée. Et je vois dans les régions, d'ailleurs, oui, mais pourquoi dans les écoles coraniques et autres, on impose le voile, etc. Je réponds, mais il n'y a même pas encore de loi. La loi sur les daras n'est même pas encore votée. Mais il se trouve que la loi concernant ces écoles privées
confessionnelle et laïque et l'école publique, mais cette loi existe et elle a été votée. Et elle s'applique à tous. Donc ce n'est pas du tout la même chose. Le jour qu'on votera la loi sur les daras modernes, eh bien certainement la loi va s'occuper de tout cela à la fois. Mais bien sûr, il y a l'enseignement franco-arabe qui existe. Et ce n'est pas un enseignement religieux. Et cet enseignement franco-arabe tient compte de la loi. Mais vous voyez, en faisant l'économie de ce débat, quand on votera cette loi sur les daras modernes, vous voyez que le problème pourrait se poser autrement. Parce que, bien entendu, on peut comprendre que dans les daras, qu'on vienne avec un accoutrement adapté, disons, à l'enseignement religieux islamique. Certainement, la loi va tenir compte de ça. Nous parlons du futur. Maintenant, je parle du présent. Au moment où nous parlons, la loi régit ces écoles privées, catholiques et confessionnelles. Donc, il faut appliquer la loi au niveau de ces écoles-là. Moi, je pense que c'est très important à ce niveau-là. Bon, je veux également un peu dire que, au niveau, bien sûr, des décisions, je trouve même que le chef de l'État en personne doit s'impliquer. Si le ministre de l'Éducation nationale tardait à réagir, à prendre une mesure ferme, il y a risque. Vous pensez qu'il faut trancher ce débat? Oui, mais le ministre a les outils. D'autorité? Oui, le ministre a ce n'est même pas autorité, on applique les textes. Je pense que le ministre est sur la voie d'ailleurs, parce que j'ai vu dans la presse qu'il a convoqué disons qu'on est dans une démarche de médiation. Oui, non, pas médiation, non. En tout cas, de conciliation. Non, pas médiation. Le ministre, semble-t-il, a convoqué les autorités de l'école. Mais les autorités de l'école, c'est à la fois le proviseur, le censeur. Il faut peut-être rechercher également le déclarant responsable. C'est le plus important, je ne sais même pas c'est qui. Alors, et le ministre, en principe, il doit discuter avec le déclarant responsable, qui est plus engagé par rapport à son contrat avec l'État. Et il doit le faire très vite. Et à ce niveau-là, on peut prendre une décision très rapidement. Et je pense que pour éviter tout débordement, pour éviter également qu'il y ait vous savez que nous sommes dans un contexte compliqué, bien avant 2001. Déjà la question des voiles en France depuis au milieu des années 90, où ce débat sur voiles, c'était dans le contexte du livre là, sur les versets sataniques. Salman Rushdie. Ça a commencé avec ça. Ensuite, 2001 est venu, ensuite l'affaire du terrorisme, et on a tout mélangé entre l'islam, terrorisme et autres. Et comme nous, au niveau du Sénégal, nous ne sommes pas dans cette situation. C'est pourquoi nous sommes dans une situation tout à fait normale, tout à fait calme. Et je pense que les autorités de l'école vont quand même tenir compte de cette situation. Je pense que la hiérarchie catholique au Sénégal, du point de vue éducation, il me semble que cette hiérarchie est tout à fait raisonnable. À l'époque, moi, j'avais discuté avec le cardinal Sarr, à l'époque, en tant que je lui ai rendu plusieurs fois visite. J'ai même reconnu l'école de formation de Mour pour qu'il donne des diplômes que l'État accepte et tout ça, avec l'augmentation des subventions, avec un certain nombre de choses. Et je pense que les responsables également actuels sont tout à fait dans cette vision d'être d'accord avec l'État, de créer les conditions d'un dialogue islamo-chrétien intéressant. Je peux rappeler aussi 2 secondes que le Sénégal est tellement respecté, le Sénégal est une référence mondiale au niveau du dialogue islamo-chrétien. J'avais accompagné le président, je pense que c'était en 2011, à l'UNESCO. Au niveau international, l'ensemble des pays du monde, on demandait au Sénégal de montrer son exemple devant le monde entier pour voir comment les chrétiens et les musulmans vivent ensemble au Sénégal. Et je me rappelle bien à l'époque, ces familles où vivent chrétiens et musulmans, ces cimetières où sont enterrés chrétiens et musulmans. Mais à tous les niveaux, il n'y a pas de distinction. Les fêtes religieuses fêtées en même temps. Tabaski fêté par tout le monde, Noël fêté par tout le monde. Et puis voilà, quand vous avez votre mouton, vous le partagez. Et au Sénégal, les chrétiens, ils partagent leur lach. Tout le monde en prend. Mais c'est ça le Sénégal.
Et au niveau également des écoles, c'est la même chose. On ne distingue pas. On ne fait pas attention si quelqu'un porte une croix. Et je pense même que la tenue sénégalaise sur la tête, c'est Vous pensez concrètement que les signes distinctifs religieux ne posent aucun problème dans l'espace privé ou public, dans l'espace, notamment dans l'espace de l'école? Mais notre pays, n'est-ce pas, vous avez dit que notre pays est laïque, n'est-ce pas? Je vous demande de marcher sur... Mais cette inspiration de laïcité... Je vous demande, non, je dis que c'est entre guillemets. Vous savez, j'ai dit, si vous marchez sur ce qu'on appelle la route là, à l'université... Cheikh Anta Diop. Non, pas la Cheikh, le truc des morts là. Le couloir de la mort. Le couloir de la mort. Oui. Je me suis amusé à compter, aller et retour, le nombre de filles voilées et le nombre de filles têtes nues que je rencontre. Le nombre de filles voilées sont plus nombreuses. Faites attention vous-même. Parmi les étudiantes. Mais ce n'est pas un signe d'attachement. Non, mais c'est une sorte de mode. Et puis ça ne gêne personne. Ça ne gêne pas, d'accord. Ce qui se passe dans cet espace public au Sénégal et qui va dans les écoles privées, tout ça, mais c'est en dedans. Mais au niveau des écoles privées catholiques, je pense que c'est pas très... Et d'ailleurs, je pense qu'il y a des administrations au niveau des écoles privées catholiques qui sont très intelligentes, qui n'introduisent pas de façon ferme, mais qui passent par un certain nombre d'aspects pour que les gens comprennent qu'il ne faut pas le faire. J'en connais, moi, des exemples où les gens tiennent compte de ça. Donc, je pense que l'administration actuelle de la Sainte-Jeanne d'Arc doit tenir compte de ça, avoir la pédagogie nécessaire, d'autant plus que lorsque les musulmans sont devenus beaucoup plus nombreux dans ces écoles catholiques, on a introduit la morale, l'enseignement moral, on a introduit un certain nombre de choses pour s'adapter à la situation des musulmans au Sénégal. Mais il faut continuer dans cette adaptation. Je le sais, je prends un risque à avoir deux éminents historiens et à oser penser comme Confucius qui pensait que l'histoire est une lanterne accrochée au passé pour éclairer l'avenir. C'est pour ça d'ailleurs. Absolument. C'est pour ça d'ailleurs je voulais qu'on se projette sur cette loi qui n'est pas encore votée. Mais cela nous permet d'évoluer dans notre débat. Vous l'avez certainement suivi avec des, comme on les appelle, des activistes ou en tout cas des mouvements religieux qui veulent aujourd'hui sacraliser le statut du guide religieux, éviter les insultes sur Internet à l'endroit de chefs et guides religieux. Est-ce que le Sénégal est arrivé à un moment où il faut finalement légiférer clairement sur cela, mais qui est chef religieux? Le statut, il est acquis à nos figures qui ne sont plus là, ou ceux qui aujourd'hui s'engagent sur un terrain où ils peuvent être critiqués, mais finalement... pour les soustraire à cette critique, on les présente comme chefs religieux. Comment faire? Mais d'abord, respecter la religion, Abdallah. La religion, comme disait Lénine, c'est affaire personnelle. Ce n'est pas une affaire de loi, ce n'est pas une affaire de texte, ce n'est pas une affaire d'encadrement. C'est d'abord affaire personnelle. On croit en Dieu parce qu'on croit en Dieu. Maintenant, notre pays a une histoire, comme vous disiez tout à l'heure. Notre pays est un pays à majorité musulmane, de musulmans structurés autour de confréries qui ont leur histoire. Les confréries sénégalaises sont nées dans un contexte de passation du pouvoir entre des royautés déclinantes vaincues par le système colonial et des aristocraties maraboutiques. Kalidou connaît très bien la période. La fin de la pénétration a fait disparaître les aristocraties traditionnelles. Les populations du Sénégal, comme toutes les populations du monde, ont besoin de leaders. Et le nouveau leadership qui est apparu entre 1880 et la Première Guerre mondiale, c'est essentiellement les confréries, les marabouts. Et les Sénégalais ont adhéré massivement aux confréries. Mais c'est une affaire, ça passait la question historique. Nous revenons à la conviction, la religion, c'est une affaire privée. Et à vouloir gérer les convictions d'Abdallah, de Kalidou et de Mbaye Thiam et de tous les autres, on s'immisce dans la chambre à coucher des gens et plus loin dans leur conscience. Nous ne pouvons pas nous associer. En tout cas, ce qui me concerne, je pense que c'est plus dangereux que de laisser faire. Ce pays est un pays qui a construit
toutes ces convictions, essentiellement les convictions religieuses, mais autour de caractéristiques spécifiques parmi lesquelles la tolérance. Parce que ni l'islam, ni le christianisme, ni la colonisation ne nous ont amené la civilité sociale. Il faut être très clair. Ce n'est pas l'islam qui nous a civilisés, ce n'est pas le christianisme qui nous a civilisés, ce n'est pas le colonialisme. Tous ces phénomènes ont trouvé des sociétés structurées, stabilisées, qui avaient leurs convictions. Et si ces phénomènes se sont concrétisés, se sont solidifiés dans notre pays, c'est qu'ils y ont trouvé dans sa société des caractéristiques propres, susceptibles de les intégrer. Alors il faut qu'on sache raison garder. La question de la laïcité, il faut qu'on soit très clair là-dessus. La laïcité à la française, conçue par les loges maçonniques pour exclure l'Église de l'ensemble des champs, ce n'est pas le sens que nous, Sénégalais, devrions, en tout cas à mon sens, adapter à la laïcité. Je pense que notre pays peut structurer, construire une laïcité propre à son génie, qui reconnaît à chacun le droit de croire en ce qu'il croit, sans remettre en cause les croyances des autres, sans être traumatisé dans sa conscience. Les signes distinctifs de croyance dans ce pays, mais c'est pas tant, c'est dans la rue, vous rencontrez 9 Sénégalais sur 10, vous savez s'ils sont Tidjane, Mouride ou tout truc. Les signes religieux sont distinctifs. Vous rentrez dans les voitures des gens, vous savez s'ils sont Mourides ou Tidjane ou chrétiens. Vous regardez les inscriptions devant les maisons, sur les voitures. Ça ne gêne personne, parce que ça permet à chacun de vivre de manière libre sa conviction sans être bousculé dans ses croyances. Et c'est cela qui a attiré pratiquement, qui a fait le commun vouloir de vie, commun comme disait Senghor. Dans une de ses interviews après son départ du pays, un journaliste français, Senghor a dit « La première personne qui m'a toujours écrit pour solliciter un lot de billets de pèlerinage à la Mecque, et il a dit, je dis bien à la Mecque, c'était l'archevêque de Dakar, qui le redistribuait dans la partie musulmane de sa famille. » Ça, c'est des choses à savoir. Ce pays est un pays de tolérance, de vivre en commun dans la différence. Vous allez dans les confréries, mais les familles sont divisés. Ceux-là sont mourides, ceux-là sont Tidjane. Parmi les Tidjanes, ceux-là s'accrochent à la mosquée de Tivaouane, d'autres à la mosquée de Niassène, d'autres à Thiénaba et autres. C'est cela le Sénégal, un pays de diversité enrichissante. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, pour une fois, la diversité exclue. À Sainte-Jeanne d'Arc, la diversité exclue. Et c'est ça que nous ne pouvons pas accepter. D'autant moins que cela crée par le biais d'un outil aussi précieux que dangereux qu'on appelle technologie de l'information et de la communication, des modes de communication qui dérogent aux valeurs de notre pays. Ce qu'on écrit sur cette question dans les réseaux sociaux, ce n'est pas sénégalais. Ce n'est pas sénégalais. On n'a pas l'habitude de s'insulter par rapport à nos origines, de s'insulter par rapport à nos croyances, à nos convictions et à nos orientations. Sauf quand une certaine laïcité va nous embarquer, y compris en termes d'orientation, sur ce qu'on appelle orientation sexuelle, qui est pensée également dans les loges maçonniques. Il faut arrêter. Cette affaire-là, c'est une affaire qu'on peut très rapidement, si chacun prend ses responsabilités, et Khalidou a raison, à la limite, si le ministère tergiverse, parce que la solution du dialogue ne peut pas avancer, que le président de la République convoque les autorités, toutes les autorités concernées par cette affaire, et décide que du point de vue de l'État de notre pays, voilà les orientations. À ce moment, tout le monde s'y confortera, parce que l'autorité, elle n'est pas duelle, elle n'est pas plurielle, elle est unique, c'est l'autorité publique. Je pense qu'on ne peut pas se cacher derrière une interprétation de quelque forme que ce soit de laïcité ou d'ouverture ou de démocratie que ce soit pour mettre en danger ce pays. Ce pays a construit des mécanismes sociaux qui lui ont permis de vivre ces différences qui ont toujours existé de Ndiadiane à aujourd'hui, mais dans le respect mutuel. Aujourd'hui, des petits groupuscules tapis dans des structures qui n'ont pas encore dit leur nom essaient de nous provoquer pour savoir quelle est notre capacité de réaction, de réactivité et de souffrance. Il ne faut pas laisser faire.
Il faut rapidement faire en sorte que cette affaire naît au mois de mai et qui surgit au mois de septembre soit tuée dans l'œuf pour que l'on sache sans aucune sorte de violence, quelle qu'elle soit. Ce n'est pas notre pays la violence. Ce n'est pas notre pays l'exclusion. Mais il faut qu'on respecte les lois de notre pays. Professeur Mbaye Thiam, ancien directeur de l'école des bibliothécaires et historien. Je me retourne vers Monsieur le ministre Kalidou Dia. Je n'ose pas ne pas vous laisser la parole sur cette affaire du statut des chefs religieux, mais très rapidement parce qu'on va passer à un autre point qui va certainement vous passionner aussi. Vous avez été ministre de l'Éducation nationale. L'État, je vous laisse, sur le statut des chefs religieux à préserver, comme l'ont demandé certaines associations, plus ou moins d'obédience musulmane. Voilà. Je vous remercie parce que je partage totalement ce qu'il vient de dire sur les chefs religieux. Mais retenir quand même que l'histoire coloniale avait un traitement particulièrement déshonorant en direction de nos chefs religieux. Les El Hadj Omar, les Bamba, les Hadj Malick Sy à l'époque. Ils n'ont pas hésité à l'exil, prison, la guerre sainte, et c'est tout ça. Et donc cette conception qu'ils avaient des chefs religieux, et ce que l'histoire a enseigné, bien, notre pays a décidé, bien sûr, d'abord dès le départ, progressivement de réparer cela. Et aujourd'hui, à travers l'histoire générale du Sénégal, on est en train de travailler dedans pour faire revivre la vraie histoire. Mais ces chefs religieux que je viens de citer, mais ils sont particulièrement importants. Les gens ne mesurent même pas qu'ils ont plus dominé le système colonial que les guerres. Vous voyez, par exemple, comment nous sommes à la veille du Tamkharit. Mais Tamkharit, c'était une fête traditionnelle où les gens prenaient de l'alcool, faisaient du n'importe quoi. Vous voyez comment El Hadj Malick a superposé sur le Gamou, qui était une fête également animiste, et sur le Tamkharit, une fête religieuse, pour pédagogiquement transformer ces fêtes païennes en fêtes musulmanes. C'est pourquoi jusqu'à présent une sorte de syncrétisme entre les deux, mais c'était devenu une très bonne fête. Au moment où Bamba était dans les campagnes avec cette philosophie de travail, résister aux colons, c'est le 5 septembre, c'est il y a quelques jours, où il a défié le Toubab. Et à l'exil, il a démontré que l'exil l'a renforcé, il a sorti sa vision avec le mouridisme. Mais Tidjane, comment on appelle ça? Si. Cheikh Ahmed Tidjane. Non, pas Cheikh Ahmed Tidjane, si. Cheikh El Hadj Malick. Cheikh El Hadj Malick a investi les daïras dans les villes. Dans les villes. Où c'est la jouissance, c'était les balles et tout ça. Mais il a instruit les daïras et le vir Tidjane dans les mosquées au cœur de Dakar. Ce qu'on appelle la philosophie du chapelet. L'arme du chapelet était devenue plus importante que l'arme, le pistolet ou autre chose. Donc ces chefs religieux-là, mais comme c'est une référence, je peux citer d'autres encore, mais ils avaient une telle philosophie de la vie, une telle référence, comment on appelle, une telle tolérance religieuse, et qu'ils ont sauvé notre pays de la culture occidentale et d'autres valeurs, et pour même adapter l'islam à notre société. Mais tout ce que vous appelez chefs religieux, mais ils ont référence pour ces différents chefs religieux, et au-delà de ça, mais ce sont des personnes humaines. Il faut les préserver. Il faut les respecter. Et chacun a sa croyance. Donc il faut respecter les croyances des uns et des autres. Maintenant, si quelqu'un ne respecte pas la loi, mais il y a l'État. Parce que l'État doit être là pour tout le monde. Et si l'État n'agit pas, mais ça va être des règlements de compte. Donc tout à fait d'accord, il faut respecter le statut religieux des gens. Et je pense que la communauté religieuse de Médine, avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où les musulmans, les chrétiens et les juifs, tous ceux qui croient à un Dieu unique, mais avaient chacun la liberté de pratiquer de sa religion comme il veut, juste avec un certain nombre de restrictions telles que l'impôt, etc. Mais nous, au Sénégal, j'ai l'impression même qu'on s'est inspiré par notre culture de cette vision de l'islam où il faut avoir une tolérance religieuse. Kalidou Diallo, j'interpelle l'ancien ministre de l'Éducation nationale sur cette décision de l'État sénégalais d'absorber les plus de 57 000 nouveaux bacheliers
dans le circuit public, université et institut public. Je sais que vous aurez pu nous faire l'historique de ces décisions du gouvernement de confier à des établissements privés beaucoup de nouveaux bacheliers puisque la capacité dans les universités ne le permettait pas. Comprenez-vous cette décision aujourd'hui? Est-ce que c'est une décision viable? Alors, je voudrais d'abord dire que ces dernières années, quand même, il y a eu beaucoup d'investissements sur l'enseignement supérieur. Beaucoup d'investissements dans l'enseignement supérieur. Et la vision que le chef de l'État actuel avait de l'enseignement supérieur, je considère que le ministre Marito Niane, il l'a non seulement bien maîtrisé, mais il y a ajouté sa propre vision. Et il avait un volontarisme extraordinaire qui lui mettait de mettre tout ça en œuvre. Je rappelle également qu'avant que le président Macky Sall vienne également, je pense du temps de Wade, cette politique, disons, de revalorisation, de valorisation de l'enseignement supérieur, s'était renforcée. Mais avec le développement de la scolarisation universelle, avec le taux de transition du primaire au moyen secondaire, avec le nombre de bacheliers qui augmentait chaque année, il fallait une vision de création de nouvelles universités. Ça avait été déjà fait. Il n'y avait que 2 universités avant. Ensuite, le président a créé l'université de Thiès, l'université de Bambey, l'université de Ziguinchor. Le nouveau président a renforcé avec de nouvelles universités. Ahmadou Mokhtar Mbow, Kaolack, les ISEC, bien ensuite d'autres universités. Mais également une construction, le renforcement des universités à l'interne. Mais comme il y avait un débordement démographique, il fallait trouver une solution transitoire. Je considère que c'était une transitoire. Parce que c'était intenable, parce que la résistance sociale par rapport au nombre d'étudiants qui manifestaient pour être orientés, mais l'État ne pouvait pas, à l'époque, surtout dans le contexte du terrorisme, dans le contexte où il fallait combattre. Mais l'État devrait trouver une solution pour au moins se taper un front pour faire face à un autre front. Ce qui justifiait à l'époque. Et je pense que ça a été une très bonne imagination de créer l'université virtuelle. Bien ensuite, un peu avec l'enseignement privé, essayer de résorber ce déficit-là. Et bien sûr, avec à côté une structure universitaire qui s'occupe de la qualité, qui surveille la qualité. Il se trouve que, je pense, le rythme de construction de ces nouvelles universités, le rythme de construction de ces chantiers et des ISEC et partout, mais ça n'a pas avancé. C'est-à-dire que, donc de plus en plus d'étudiants étaient dans le privé et l'enveloppe était devenue très lourde et l'État a eu des arrières. Il y a un autre front. Que faire? De mon point de vue, je pense que l'État aurait dû prendre une petite période transitoire. C'est-à-dire réduire le nombre d'étudiants dans le privé de moitié ou du tiers, ou même de 2 tiers. Ensuite, prendre cette enveloppe, la mettre, renforcer pour terminer les chantiers, et une année après, ou 2 ans après, revenir à l'ancien système avec un pays qui a des universités encore dans d'autres régions, y compris chez moi à Matam, mais partout ailleurs. Je pense que je sais bien qu'ils réussissent. Heureusement, je ne dis pas heureusement, je ne sais même pas malheureusement que le taux de bac, que le pot de réussite au bac au Sénégal est faible. mais si ce taux était de 80%, où allions-nous mettre ces étudiants alors? Vous voyez qu'on en est à pas vous bien sûr, à se réjouir qu'il n'y ait pas trop d'étudiants finalement parce qu'on n'a pas la capacité de les absorber. De ce point de vue, de ce point de vue, parce que moi, quand même, je sais que je recrutais au CI 300 000 élèves au CI par an. Et je sais qu'avec le nouveau système de l'entrée en 6e, 90 à 94, même aujourd'hui, 85% de ces élèves réussissent en classe de 6e pour aller au collège. Ensuite, ils vont au lycée. Mais tout ce monde-là, alors que le système de création d'enseignement technique où des gens, après les brevets, peuvent passer et réduire de moitié ou de 2 tiers pour permettre à ceux qui ont la vocation d'aller dans le supérieur, mais c'est que tout le monde va dans le supérieur. Professeur Mbaye Thiam, il nous reste très peu de temps malheureusement. On a pensé que c'était un peu abrupt puisque ceux qui doivent les accueillir, certaines universités dans les régions ont déjà dit mais
non seulement pris de court, mais on attend de voir comment cela va s'opérer. Est-ce que c'est ce que introduit votre collègue Khalidou Diallo, ancien ministre, de mettre une période transitoire? Ce n'aurait pas été la meilleure formule? Mais la période transitoire, Abdallah, elle est là. Parce que les étudiants orientés l'année dernière dans le privé continuent dans le privé jusqu'à la fin de leur cycle. Parce que je rappelle que... On en a 57 000 nouveaux à placer cette année. Le ministre orientait les étudiants dans le privé uniquement dans le premier cycle. L1, L2, L3. Et qu'après la L3, les étudiants avaient la possibilité de basculer dans les universités publiques. La question ne se trouve pas là. Elle ne se trouve ni dans l'absorption de nouveaux bacheliers, ni encore moins dans le nombre pléthorique, entre parenthèses, d'étudiants. Notre pays n'a pas assez d'étudiants. Khalidou Diallo, en tant que ministre de l'Éducation nationale, a piloté toutes les politiques en direction de l'UNESCO. Les normes de l'UNESCO, c'est 2% de la population dans l'enseignement supérieur. Si on respectait cela, on serait aujourd'hui entre 350 000 et 400 000 étudiants. On a moins de la moitié. Donc on n'a pas un trop plein. On a une question essentielle qui est que depuis 20 ans, alors qu'on recrute de plus en plus d'élèves au primaire, au secondaire, ce qui est une excellente chose, on n'a pas fait ce qu'il fallait faire dans l'enseignement supérieur en termes, d'infrastructure, capacité, et en termes de professeurs pour les encadrements. Je rappelle que le gouvernement d'Abdou Diouf, pendant 10 ans, a gelé le recrutement d'enseignants à l'université. Et donc, c'est notre génération qui s'est tapée. Et c'est ça qui a fait apparaître pour la première fois dans les syndicats, dans les revendications des syndicats, les problèmes de cours complémentaires. Heures complémentaires, parce qu'on en faisait tellement que pratiquement, il fallait. La question essentielle, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un réseau de 7 universités publiques et dans lesquelles il y a des bâtiments qui sont en chantier depuis 5, 6, 7 ans. Il faut faire en sorte que le redéploiement des infrastructures dans l'enseignement supérieur public, y compris le réseau des ISEP, des instituts supérieurs d'enseignement professionnel, si tout cela se déroulait selon des agendas qui nous ont été proposés il y a 7-8 ans quand on a amorcé sous la férule du professeur Mary Teuw Niane la réforme de l'enseignement supérieur, on n'en serait pas aujourd'hui. Les 52 000 étudiants titulaires du baccalauréat ne seraient pas suffisants pour les nombres de places qu'on leur proposerait. Le problème, c'est que moi, je vois dans le campus de l'Université de Dakar des chantiers qui sont là depuis 5 ans. Et ça n'est pour l'Université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio qui devait ouvrir en 2017. On ne sait même plus quand ça va ouvrir. C'est ça la crise. Faire des infrastructures et mettre l'argent dans les bâtiments, dans le recrutement, pour que nous puissions recevoir tous les étudiants titulaires du baccalauréat. Et ça, l'État en a les moyens. Est-ce que maintenant on a la volonté? C'est une autre question. Il y a quelque chose qui ne plaide pas, en tout cas pour c'était sur les moyens, puisqu'on doit déjà beaucoup d'argent aux établissements privés. On comprend même que c'est peut-être à la suite de la brouille que l'État décide de s'occuper des privés. On n'a malheureusement pas le temps de le faire. J'aurais aimé vous interroger sur ce projet de suppression du CFE, qui était quand même... C'est une aberration pour mon sens. C'est une aberration. Grâce à supprimer le certificat d'études primaires, qui était quand même c'est une aberration. Quand on termine, il faut créer les conditions de motivation, les conditions pratiquement qui font que les enfants rêvent d'avoir. Il faut le faire. Il faut le faire. On ne nivelle pas par le bas dans un enseignement de qualité. On nivelle par le haut en tirant tous ceux qui sont par le bas vers le haut. Mais on ne tire pas les gens en haut vers le bas. Ça va être tout un débat. Je sais que vous pouvez le faire. Je dis un mot, oui. Il faut que je dise un mot sur ça, parce que j'avais initié la suppression de l'entrée en 6e. Ah, c'était vous le coupable alors? Non. Dites-nous. Ne confondons pas l'entrée en 6e et le certificat d'études. C'est pas la même chose, absolument. Parce que le certificat, c'est un premier diplôme. Parfaitement raison. Qui a un indice à la fonction publique. Et au Sénégal, il y a des chauffeurs, il y a d'autres qui sont dans l'État, qui ont des certificats et qui peuvent avoir ça. C'est là pour le certificat, le brevet et le bac sont des diplômes à indice financier. Indice financier, dans la fonction publique. C'est différent. Vous êtes obligé de me faire la suite, puisque c'est de votre faute. Vous êtes obligé de me faire la suite en deux petites minutes. L'Afrique du Sud, on aurait dû consacrer plus de temps à cette affaire. Mais finalement, il semble d'ailleurs que les choses n'aient pas l'ampleur que les réseaux sociaux lui ont donné. Il n'y aurait pas autant de morts annoncés, mais un mort, c'est déjà un mort de trop pour
discrimination ou xénophobie. Comment cela a pu arriver en Afrique du Sud, qui a quand même reçu tout de l'humanité? En une seconde, c'est l'aile droite de l'ANC, qui était un rassemblement, comme tous les rassemblements dans les luttes de libération, qui a récupéré le pouvoir à des fins d'enrichissement personnel et de fourvoiement idéologique et politique. C'est l'aile droite de l'ANC qui tient le pouvoir pratiquement avec Jacob Zuma, avec l'autre. Ils ont éliminé l'aile gauche. Ce ne sont pas des gens de progrès, ce ne sont pas des gens qui sont pour la solidarité internationale, pour le patriotisme comme Mandela l'a été. Pauvre Mandela, il doit se retourner dans sa tombe. Khalidou Diallo. Oui, mais je pense que la question de l'Afrique du Sud, c'est une question assez profonde. D'abord, vous savez que le concept à l'époque de l'exploitation de l'homme par l'homme, etc., que l'exploitant n'a pas de couleur, c'est pas parce qu'il est blanc ou bien, etc. C'est cette philosophie-là qui faisait qu'à l'époque, les gens luttaient contre l'apartheid. L'apartheid est parti. Je pensais peut-être que la pauvreté allait disparaître, que la démocratie allait revenir. Mais ce ne fut pas le cas. Donc, du temps de Mandela, c'était l'idéal. Tout le monde était dedans. Mais maintenant, après 20 ans, 30 ans de réalité, bien sûr, de Mandela, ensuite de Jacob Zuma, et actuellement, eh bien, la pauvreté est restée. Et c'est une révolte des jeunes, c'est tout. Messieurs, j'ai eu un immense plaisir à discuter avec vous deux. Khalidou Diallo, historien, ancien ministre de l'Éducation nationale. Professeur Mbaye Thiam, je veux sortir quand même de cette émission un peu plus intelligent que je n'y étais entré. Est-ce qu'on dit réellement enseignant en archivistique ou c'est juste de la sophistication? Non, je suis enseignant en archivistique. Ma spécialité, c'est l'archivistique, qui est une des branches des sciences de l'information. L'archivistique, c'est la science des archives. Georges Déthié Diop est archiviste. Et je le remercie d'ailleurs pour avoir coordonné cette émission, Georges Déthié Diop. Merci. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir et de discuter avec vous. Merci.